Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui analyse, résume et commente les émissions de la WWE. Ce soir, nous analysons le show du Monday Night Raw du 4 mars 2019 déjà. Nous étions à Philadelphie et l'enjeu est là ce soir puisque nous sommes à quelques jours seulement du prochain pay-per-view Fastlane. Pour analyser ce show, eh bien, je suis aux commandes. Vous m'avez peut-être reconnu, c'est Raphaël qui fait son retour après quelques semaines d'absence. Et avec moi, le nouveau pilier du show rouge, la nouvelle superstar dont on ne peut plus se passer. Voici Chris. Bonsoir Chris. Salut peuple de Catch-up, salut Raphaël. Eh ben, écoute, content d'être avec toi cette semaine quoi, pour analyser le show du vaisseau, le vaisseau amiral de la WWE. Espérons qu'il aura été dans l'amirauté cette semaine. On va en débattre tous les deux quoi. Ouais, tout à fait. Bah écoute, ça commence fort, hein, ce Monday Night Raw. Ça commence très fort, puisque c'est nul autre que Roman Reigns qui est là, qui arrive avec sa musique qu'on connaît bien, hein, mais ce coup-ci totalement acclamé. Hein. Il est ovationné encore une fois à Philadelphie. La foule est très très heureuse de le revoir. Rappelons il est revenu la semaine dernière à peine hein, de convalescence, de maladie. Il nous explique, Roman Reigns, que en gros, bah, ça lui fait plaisir d'être là, qu'il est content de pouvoir catcher à nouveau, enfin en tout cas de pouvoir être à la WWE à nouveau. Il est en bonne forme, mais il a quand même quelques objectifs et du coup il appelle celui qui est face à lui en fait, qui le bloque dans ses objectifs, et il appelle son copain Seth Rollins. Donc Seth Rollins arrive et les deux sont un peu comment dire, c'est un peu, ils sont polis, mais quand même, ils savent pas trop. Seth Rollins sait pas trop ce que va lui demander Reigns, hein, et il lui dit qu'il a gagné sa chance pour affronter Brock Lesnar, qu'il a tout fait pour. Et Roman Reigns, en fait, il libère un peu la pression. Il lui dit non, non, t'inquiète pour Brock Lesnar, je te dis juste bonne chance, hein, pas de piquer le spot. Hein, ça flottait un peu dans l'air, mais finalement c'est pas ça. Roman demande seulement à son copain Seth de reformer le trio, donc de reform the band, hein, on reprend les bonnes habitudes, on reforme le Shield parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Hein, il est devenu épicurien et philosophe, Roman Reigns. Seth Rollins, il hésite beaucoup et puis finalement, au début il est pas trop chaud, puis la foule est motivée, donc il dit ok, d'accord, on peut reformer le trio. Alors on appelle Dean Ambrose, hein, qui est un dernier élément, l'élément perturbateur d'ailleurs de ces derniers mois. Ambrose reste sur le titantron, il ne dit mot, et au moment où il va prendre la parole pour donner son avis, eh ben, il reçoit une guitare dans le dos. Et ouais, ça arrive, dans le dos, comme dirait Renaud. Un coup de Elias qui le laisse par terre, qui fait de gros dégâts sur Ambrose, qui a l'air d'avoir très très mal. Et quand Seth Rollins et Roman Reigns viennent l'aider, hein, il refuse le raid, il s'en va en boitillant. Donc on finit là-dessus sur ce segment d'intro avec une début de reformation du Shield qui prend pas le chemin le plus simple pour le moment. Alors qu'est-ce que tu en as pensé toi? Tu es pour le Shield de retour à nouveau? Eh ben ça c'est du play-by-play hein, les amis. Hein. Le Raphaël il vous lance le truc au taquet. Eh ben écoute, ça va sans spoiler tout le reste de la review, ça va être un petit peu une sorte de petit fil rouge au long du show là. Donc bon, on se doute bien que comme ça commence en opener, on se doute bien que ça va pas en rester là, que Ambrose, étant donné qu'il a pris un bon gros coup de guitare, il va revenir aussi. Voilà, écoute, Roman, il me paraît. Tu vois, t'as dit le fait qu'ils veulent pas piquer le spot. Je pense que ça c'est important. Enfin, moi en tout cas, ça m'apparaît comme évident. Je pense que Roman, il est pas là pour piquer le spot à Rollins pour WrestleMania. Je pense que ça c'est quand même relativement gravé dans le marbre. Après qu'il n'ait pas une interaction au moment du main event à WrestleMania, ça sera une autre affaire. Mais je pense pas qu'il piquera le spot quoi. Donc il est en mode ouais Band of Brothers, voilà, je retrouve mes potes, voilà, il tape la discute avec Rolly. Ça serait bien quand même que Dean y revienne parmi nous. Voilà, on a bref les Hounds of Justice sont en train de petit à petit retrouver la voie de la cohésion. Voilà.
Ouais, alors donc c'est vrai que ce retour de Roman Reigns, hein, il y a même pas 3 semaines, on s'y attendait pas du tout. Ça rebat un petit peu les cartes. Moi, j'étais persuadé vraiment que la semaine dernière, il était revenu pour annoncer sa bonne nouvelle selon sa santé, mais qu'il allait pas forcément de suite revenir sur les rings. Mais non, il est là dès la semaine suivante, hein, il reprend sa place. Ça rebat un petit peu les cartes. Alors le fait que Dean Ambrose ait dit pique-pendre sur le Shield et brûler le blouson et attaquer Seth Rollins, c'est là, la Roman Reigns, Ouais. toi ça te choque pas qu'il voilà, il efface tout un peu comme un Messi là, on repart à zéro. Ouais, tu sais, ça c'est la capacité d'oubli à la WWE, quoi, hein. C'est-à-dire que, tu sais, tu vois la même chose, on en parlera plus tard avec Becky, mais si on faisait de lundi en lundi, là, tu vois, les différents trucs qui ont été oubliés d'une semaine sur l'autre, c'est quand même, voilà, la Roman, effectivement, il est un peu en mode, ouais, j'ai un peu tout oublié de ce qui s'est passé au moment où j'annonce ma maladie. Il revient, il est en rémission, et bam, il recommence. Ouais, si tu veux, c'est un petit peu l'histoire du Shield, hein, le Shield, ils sont ensemble, ils se trahissent, ils sont à nouveau ensemble, ils se retrahissent, tu vois, voilà. Là, on est dans une phase un peu particulière. Rollins, il a accédé au main event de WrestleMania. Roman, il revient. Ambrose avait turné, du coup, je pense que la WWE, elle acte bien le fait qu'avoir le Shield, c'est quand même bon pour le business. Exception de la salle, parce que j'en ai pas dit un mot, mais clairement, quand tu vois les pop de Roman et de Seth, tu flippes quand même un petit peu, hein. Donc, Ambrose, s'il retrouve le chemin avec les deux autres frangins, on verra ça par la suite du show, si oui ou non cela arrive. Tintintin. Tu vois, le Shield, je pense que c'est un peu une sorte d'assurance tout risque pour les bookers. En tout cas, moi, je le vois comme ça, mais clairement, si tu veux, Roman, il est vraiment en mode, voilà, moi, les gars, allez, on est des amis, la vie est belle, il faut en profiter. Tu vois, il a eu un espèce de discours hyper. Il est dans un pur rôle de top babyface. Vous aurez 4 mois, 6 mois ou un an en arrière que Roman Reigns allait rentrer dans des salles de la WWE avec des pop pareils, quoi. Oui, ouais, après c'est vrai que ça peut tout à fait se comprendre scénaristiquement, hein, après cette histoire de retour de maladie, de cancer, de vouloir. Bon, on peut comprendre qu'il fasse table rase et qu'il veuille retrouver ses vieux copains. Finalement, c'était pas si grave tout ça. Bon, il y a d'autres, il y a beaucoup de trios ce soir, hein. D'ailleurs, Dire une bêtise, d'ailleurs, mais je pense que nous, on est pareil, en fait, hein. Tu vois, t'es malade, t'es machin, tu reviens, t'as quelques potes avec qui t'étais un petit peu chauffé, il t'est arrivé quelques galères. Bon, ces moments-là, on a plus tendance à pardonner. Je crois que c'est un peu humain, en fait. Finalement, le catch, c'est aussi ça, c'est de l'humanité, le catch, mes amis. tout à fait. Non, mais c'est vrai, t'as bien raison. C'est finalement, on le retrouve plus humain, hein, Roman Reigns, ce Ouais, coup-ci. je sais pas ce que t'en penses, mais ils ont pas l'air pour l'instant d'essayer de nous le balancer en mode un peu badass, comme quand c'était mauvais, là, quand il était badass, quoi, tu vois. Non, bah ouais, après il vient juste de revenir. Je pense qu'ils vont lui faire un petit programme tranquillou jusqu'à WrestleMania, surtout qu'il devait pas vraiment être dans les plans, donc ils vont lui trouver une petite planque. Faudra voir après, quoi. Faudra voir après. Après, on en. Ah ouais. Mais le show continue. Alors je disais, il y a beaucoup de trios ce soir, donc il y a plein de feux un peu partout. Et donc juste après enchaîne un gros match, puisque Drew McIntyre, Bobby Lashley et Baron Corbin, hein, qui sont les trois nouveaux amis, petite interaction au micro en coulisses, hein. McIntyre il rappelle que c'est lui qui a tué le Shield, hein. Et puis ils affrontent Finn Balor, Braun Strowman et Kurt Angle. Alors, c'est un match qui va sceller, enfin qui fait poursuivre pas mal de rivalités croisées, hein. Bobby Lashley est toujours un peu mécontent que Balor lui ait pris le titre intercontinental. Braun Strowman, bon, il a un peu envie de taper tout le monde. Donc le match, alors il s'est passé pas mal de choses, j'ai pas tout noté, mais on a eu beaucoup d'interventions de Lio Rush, pardon, qui ont à plusieurs reprises sauvé son camp. Malheureusement, le pauvre va se sacrifier puisque Braun Strowman fait, je ne sais même pas comment on appelle cette prise là, quand il court à travers toute la longueur du ring depuis l'extérieur, hein, et Ouais, qui qui fait a un, fait son running shoulder block. voilà, ça, et il fait cet énorme coup de bélier sur Leo Rush en s'écrasant lui-même à travers les barricades. Là, c'était très très vilain, enfin très très beau ou très très vilain, ça dépend comment on le voit. En tout cas, Leo Rush, il a pris cher, mais c'est ça qui va peut-être causer la distraction. Et Finn Balor va finir par encaisser un gros spear de Bobby Lashley
pour le compte de 3. Donc victoire des méchants. Malgré une belle résistance, on a eu beaucoup de choses dans le match. Je disais, Kurt Angle a pu placer ses souplesses. Finn Balor a longtemps catché d'ailleurs. Strowman n'a pas été beaucoup dans le ring, il a plutôt fait le ménage à l'extérieur. Mais en tout cas, les gentils ont perdu et les méchants vont aller même plus loin puisqu'ils vont profiter de la situation et ils vont lentement et méthodiquement détruire surtout Finn Balor en lui envoyant la tête à travers l'escalier et même en lui plaçant à la fin une sorte de powerbomb sur la rampe d'escalier qui a été placée au milieu du ring. Donc un segment assez long, aucune intervention du possible Shield. Là, on reste vraiment sur un segment qui finit sur... c'est la débandade, quoi. Les faces ont pris très très cher. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Chris? Écoute, un match plutôt sympa, un match à 6 avec les bons gros monstres de la WWE, là, quand même, quoi. T'avais quand même du lourd, là, entre Strowman, Lashley, McIntyre. Là, on était vraiment dans le heavyweight, hein, sur ce match-là, avec Finn Balor pour nous faire la caution voltige, et puis Kurt Angle pour nous faire la caution légende. Ouais. Légende toute cassée. Et parce que moi, vraiment, Kurt Angle, je suis toujours épaté de le voir encore dans le ring. Quelque part, moi, il me respecte, parce que je me dis que quand je vois comment je le trouve cassé de partout, et je suis toujours impressionné du fait des performances de Kurt Angle dans le ring, j'avoue. Il est assez incroyable à l'âge qu'il a. Je le trouve pas très bon, si tu veux, mais je respecte le fait qu'il ait encore cette capacité finalement de jobber et à mettre en valeur tous les autres autour de lui, quoi. Donc, mais c'est pas lui qui prend le pin. C'est pas lui qui prend le pin. C'est quand même Baylor qui prend le pin. Et puis après, écoute, derrière un bon beatdown de heel. Enfin, c'était un peu la fête des heels, quoi. Du coup, ce segment-là, tout ce match et toute la fin, quoi. Ah oui, clairement. Le combat, derrière, il tabasse les faces à nouveau. Un bon gros double choc slam sur l'escalier à Baylor. Ça me fait toujours mal à la nuque pour les mecs, ça, quand même, quoi. Ouais. C'est toujours un truc assez spectaculaire. C'était des bons spécialistes de ça, ou même de la Wyatt Family, quoi. Harper et Rowan, ils aimaient bien mettre des doubles sur l'escalier, quoi. Donc, écoute, le seul petit bémol que je mettrais dans tout ça, c'est que on ne sait pas trop où va tout ce beau monde. À part, effectivement, tu l'as dit au début, Finn Balor et Lashley qui risquent certainement de s'affronter, je pense, à WrestleMania pour l'Intercontinental, à moins qu'on ait un match à plusieurs pour l'Intercontinental. Bien aimé un ladder match, tu vois? Ouais, moi je le vois bien comme ça, mais c'est vrai que comme tu dis, ok, on a des trios qui se forment, alors c'est peut-être pas anodin, hein, on a eu le Shield quelques secondes avant, mais c'est vrai que ça fout beaucoup de monde dans le même panier sans qu'on comprenne trop les enjeux. Moi, je comprends toujours pas trop pourquoi Drew McIntyre il suit Baron Corbin et Bobby Lashley. En fait, c'est à peu près les mêmes équipes qu'il y a quelques mois quand il y avait déjà eu le Shield, sauf qu'il y avait Strowman du côté des Heels et puis il y avait Ziggler aussi qui était là. Mais bon, c'est un peu tout mélangé. Ça fait des gros matchs, comme tu dis, où tout le monde se rencontre. Mais on sait pas trop vers où on va. Mais comme tu dis, il y a toujours des matchs à WrestleMania, des ladder matchs où ils sont au moins 6 ou 7. Donc on peut envisager quelque chose comme ça. Le seul truc, c'est que j'envisagerais bien un match à WrestleMania sur lycée, mais par contre, je mettrais pas un Strowman, par exemple. Si tu veux, Strowman, moi, dans ce match-là, c'est un peu l'énigme. C'est-à-dire, le mec, c'est un top babyface, il reçoit des pops quand il arrive dans le stade, quoi. C'est quand même, c'est énorme. Et en fait, Strowman, il n'y a pas de programme pour lui, tu vois, pour le show des shows, quoi. Et c'est quand même super étrange qu'un personnage aussi populaire, aussi soutenu par la foule, et qui fait tout le temps, on a parlé de son running chez Schiller Block, là, c'est un truc de fou à chaque fois qu'il fait ça, quoi. Et, ce gars-là, je reste quand même très très perplexe sur le traitement qu'il va avoir sur WrestleMania. Moi, ma crainte principale avec Strowman, c'est qu'il nous refasse un truc à la Tag Team Championship de l'année dernière, avec chercher le gamin dans les tribunes et tout, tu vois. Et j'espère qu'on va pas le remettre dans un espèce de programme de comédie wrestling, quoi. C'est un peu mon inquiétude avec Strowman. Les autres, bon, je m'inquiète moins. Les autres, tu vois, tout le groupe là, Corbin, McIntyre, Lashley, Baylor, même voir Kurt Angle, pourquoi pas, allez hop. Même Elias, même d'autres, on pourrait les mettre dans un ladder match pour lisser, quoi. Mais ouais, Strowman reste mon interrogation, quoi. Oui, comme tu dis, c'est surtout Strowman, on aurait beaucoup d'attentes. Évidemment, Kurt Angle, à l'âge qu'il a et avec ce qu'il fait, c'est déjà bien s'il a un bon match à WrestleMania. Mais ouais, Strowman, ça reste le. En fait, moi j'ai l'impression que c'est limite, il a tellement de pop, il est tellement populaire
que la WWE se le garde sous le coude, en fait. C'est comme s'il n'y avait même pas besoin de le mettre over, il l'est déjà, et peut-être que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, s'il y a besoin, il sera champion du monde ou autre. On peut facilement lui refoutre un push, mais là, ouais, comme tu dis, il attend, quoi. En gros, il répond plus aux coups qu'on lui donne qu'il en donne vraiment lui-même. C'est un peu passif, en fait, son rôle, je trouve. Ouais, c'est un personnage. Je crois même que la dernière fois qu'on a fait un Raw ensemble, on en avait déjà parlé de ça. Sûrement. Bah écoute, on va laisser nos collègues, nos auditeurs, nos commentateurs nous laisser leur avis à ce sujet. On va un petit peu avancer. Bon alors, 2 segments très rapides et pas très intéressants. En premier, on a Heavy Machinery en interview qui apprennent, grâce à une caméra plus ou moins cachée, qu'en leur absence, en gros, la low card des équipes d'Euro se moquent d'eux. Donc ils sont en colère et ils vont demander des matchs contre tous ces gens. Donc on verra plus tard ce que ça donne. Je sais pas si tu veux donner un avis sur ce passage un peu d'humour beauf. Ouais, bof. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, comme tu l'as dit, c'est la low card de la tag team, quoi. Donc déjà, ça fait un peu. Tu vois un peu la différence d'ailleurs entre la tag team division à Raw et à SmackDown, ça fait un peu peur, hein. Comme ça. Mais voilà. Donc ouais, effectivement. Puis Otis qui nous fait un truc avec une voix toute douce, ouais, qu'il est blessé, qu'il est triste. Ouais, bon, je t'avoue, que j'ai pas accroché des masses. Next. Next, alors Next, je sais pas si tu as trouvé ça mieux, puisque nous avions Natalia qui affrontait Ruby Riot, puisqu'elles ont, comme on nous dit, unfinished business. On se rappelle de leur feud avec l'histoire des lunettes cassées. Alors c'est ça que j'aime bien à la WWE, c'est tu as des feuds, tu crois qu'elles sont finies depuis très longtemps, mais pour le hasard du calendrier ou du planning, bah finalement c'était du unfinished business. Bon bref, on a un match pas très intéressant qui est gagné par Natalia avec un roll-up sur Ruby Riot. Hein, c'est pour dire l'intensité du combat. Et pendant qu'elle quitte le ring, eh bien, il y a Lacey Evans qui vient faire un petit tour et qui vient faire coucou. Alors, est-ce que tu es fan de tout ça, Chris? Écoute, le match, franchement, a été extrêmement rapide, hein. Ah bah oui, oui. Il y a Ruby là, hein, ça a été à 10 000 à l'heure, hein. Franchement, on n'a à peine eu le temps de se réaliser que c'était déjà terminé, quoi. Franchement, ça a été. J'ai pas fait attention du temps exact du combat, mais ça a été extrêmement envoyé et balancé très très vite. Je crois que voilà, ils avaient prévu d'autres trucs pour la division féminine ce lundi soir, là. Et Mhm. alors là, si Bad Karma m'entend, il va pouvoir sauter de son canapé et piétiner tout ce qui se passe devant lui. Mais on a donc eu aussi l'apparition à la fin de Lacey Evans, qui fait donc son apparition habituelle depuis, ça tourne depuis Elimination Chamber, je crois. Ben, je crois que notre ami Bad Karma, notre ami Camille, avait lancé justement une sorte de décompte. Et je crois qu'on en est à 6 ou 7, ouais, 6 ou 7 passages comme ça. Là, si tu veux, alors lundi dernier, j'ai pas mal rigolé sur l'analyse de Bad Karma là-dessus, quoi, et c'était assez drôle. Moi, j'avais essayé un peu de botter en touche en disant que pas trop en parler de DC Evans parce qu'elle m'intéressait pas vraiment. Et bon, bah du coup, sous mes yeux, mes petits yeux ébahis, elle a de nouveau fait son apparition qui sert à rien. Donc, écoute, je vais faire comme la semaine dernière quand on parle de Lacey Evans, je vais dire next. Bon, bah alors moi, je vais au moins dire une phrase, mais ben, on est dans le Go Home Show, ok. Elle n'a pas de programme, mais il va falloir qu'il se passe un truc, quoi. J'imagine qu'il y aura bien une Battle Royale féminine à WrestleMania. Il faut bon, la foutre là-dedans et lui faire peut-être la faire parler. Enfin bref, ouais, t'as raison, ouais, disons next, allez. On s'en fout. On Non, s'en parce fout. qu'il On s'en y a, fout. il y a beaucoup plus important, il y a beaucoup plus intense, Truc dans le- puisque bah, la séquence d'ensuite, c'est Triple H qui arrive sur le ring et on nous rappelle ce qui s'est passé. Donc, les hosts dans un segment, tu avais deux mecs de Saturday Night Live qu'on voit dans les couloirs juste avant que Triple H il arrive. ah oui, c'est vrai que j'ai pas noté ça. Oui, alors du coup, on va en parler. Ouais, bon, C'est- c'était vite fait, hein, comme tu enchaînais dessus, tu ouais, vois, voilà, tu as les deux gars de Saturday Night Live, deux gars qui font des sketchs, etc., quoi, donc deux comiques qui doivent être relativement connus aux États-Unis. Moi, si tu veux, je les connaissais de nom comme ça, mais je savais pas plus qui c'était, quoi. Donc, Mhm. et puis voilà, il y a le rôle de deux hosts avec un qui joue un rôle de face et l'autre qui joue le rôle d'un heel avec une casquette de New York, quoi. Et puis voilà comment la WWE lance des hosts dans un Monday Night Raw tout traditionnel.
Ouais, donc ces deux personnages, hein, c'est un peu le fil rouge enfin, ça a été un des fils rouges du show. On les a vus plusieurs fois, mais je les ai pas notés les apparitions, donc autant tout faire en packaging. Voilà, ils ont fait quelques moments de comédie. Ils ont croisé Braun Strowman justement, qui a soulevé l'un d'eux depuis le sol parce qu'il lui demandait si le catch c'était vraiment réel. Donc ça c'était plutôt rigolo. Je sais plus trop. Ils ont croisé EC3 qui était en train de se mettre de l'huile sur le torse. Ils ont croisé No Way José et tout son groupe. Enfin bref, ils ont fait des trucs comme ça de low card. Mais si j'ai bien compris, ils vont être là à WrestleMania, hein, c'est ça? En fait, je pense que c'était le teaser parce que ces deux gars vont être présents sur WrestleMania et je pense seront impliqués dans quelques scènes, quoi. Peut-être qu'ils feront gagner la bataille royale d'André le Géant. J'aurais aimé une fois de plus, hein. Putain, Motu Rawley qui ferait un doublé à la Giant Battle Royale, et ben ça serait quelque chose, hein. Oui, oui. Et bon, Pour ceux qui ont suivi Raw ces dernières semaines assidûment, Mojo Rawley, pendant 2 ou 3 semaines consécutives, il a eu droit à une petite vignette devant un miroir, mais depuis 2 lundis de suite, là, il a totalement disparu. non, c'est pour ça qu'il fallait qu'on le mentionne quand même, le pauvre. Donc je disais, c'est vrai qu'il y a eu ces passages de comédie, mais là c'est plus de la comédie, hein, puisque c'est Triple H, je disais, qui montait sur le ring. On nous rappelle que voilà, il y a eu cette histoire tragique de Batista qui est revenu et qui a complètement détruit Ric Flair le jour des 70 ans de Ric Flair. Alors, au passage, on a une vidéo Instagram de Batista, hein, une vidéo où il nous explique qu'en gros il n'est pas là ce soir parce qu'il n'avait pas envie d'être là ce soir. Et, euh, et Triple H donc prend le micro. Alors là, il nous délivre une promo très à l'ancienne, hein, au milieu du ring, mais vraiment les yeux rivés face à la caméra et avec une caméra qui va se rapprocher de plus en plus pour donner l'impression qu'il nous parle, qu'on peut limite sentir les postillons de Triple H sur notre visage. Et il est très en colère. Et il nous dit que il nous parle pas de Ric Flair. Il nous dit que tout ça c'est personnel. C'est pas Ric Flair, c'est pas Triple H, c'est pas les personnages, c'est pas the character, c'est les hommes, c'est les individus. C'est Richard Flair qui a été attaqué. Et Richard Flair, c'est son ami à Triple H, son ami de toujours. Il a été là pour ses mariages et il y en a eu beaucoup. Il a même été là quand Richard Flair a dû enterrer son fils, hein. On se souvient de cette histoire qui avait été rappelée aussi à l'époque de Charlotte et de Paige. Donc voilà, Triple H, voilà, c'est une histoire personnelle, c'est une histoire d'homme à homme, hein, on est au-delà des cas, on est au-delà du personnage, on est vraiment il a touché au plus profond de son intimité. Donc Triple H il dit bah écoute Dave, tu veux pas être là, t'as mon attention maintenant, je peux être partout, j'irai où tu veux, je peux être sur les plateaux de télé, sur les tournages de cinéma, en gros choisis le lieu, choisis les armes, et puis je serai là pour toi, voilà, je t'attends. Donc ça envoie du lourd, quoi. Et Triple H s'en va comme ça, en jetant son micro sous une foule plutôt convaincue par cette performance. Alors qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Toi qui es un peu un fan de longue date, hein, c'est une promo très à l'ancienne, ça. Je pense que. Ouais, je suis assez d'accord. Pour le coup, là, ça c'est un truc. Tu vois, là, c'est le fait d'avoir fait plusieurs Raw de suite, là, d'avoir fait catch-up plusieurs lundis de suite, mais du coup, j'expliquais que souvent on parlait de certains segments traditionnels quasiment de la WWE qu'on retrouvait toujours, comme le gâchis de la bouffe, comme les mariages, comme les anniversaires, comme Mm. tu vois voilà, des segments hyper classiques à la WWE. Voilà, donc là, c'est un hyper classique. Voilà, là, le patron qui vient dire tout le bien qu'il pense d'un Hall of Famer, de toute l'amitié qu'il a pour lui, etc. Tu vois, ça, ce genre de promo, on en a vu un paquet, quoi. Ouais. C'est quelque chose d'assez. Voilà, bon, en plus, Ric Flair, du coup, il a 70 piges. Effectivement, il sort de différentes épreuves et tout ça. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire, c'est Ils très sont, int- ils sont il dans a- le kayfabe, donc de toute façon, voilà, officiellement, Ric Flair, il s'est fait tabasser par Batista, donc fatalement, Triple H va répondre. Mm. Et de quelle manière? Là, il nous a fait le coup, les larmes et tout, quoi, hein. Il était, attention, quand il parle parce qu'il explique que Oui, ça j'ai oublié de le dire, oui. Mhm. Vas-y, dis-le. dès que le téléphone sonnait, il craignait qu'on annonce la mort de Rick et tout ça. Et on sent qu'il est envahi par l'émotion. Mais alors, Triple H, c'est un tel acteur, hein, que franchement, je pense que cette promo, il l'avait bien répétée dans l'après-midi et qu'il la tenait bien, quoi, qu'elle était facile pour lui. Et bon, Triple H au micro, hein, voilà, il y a pas grand-chose à dire, hein. Le gars, il sait comment poser, comment parler. Triple H, il reste impressionnant, hein. C'est un type, tu vois, bon, moi dans le ring, je le trouve, plus les années passent, de plus en plus moyen, mais par contre, je concède qu'au micro, c'est un des plus,
Il y en a pas beaucoup comme lui, quoi, qui sont capables de balancer des promos comme ça, finalement assez simples au niveau du sujet, mais dans laquelle il faut mettre de l'emphase et de l'émotion. En ce moment, je pense que c'est un des meilleurs, ouais, parce qu'il arrive, comme tu dis, à mettre avec toute la carrière qu'il a, il y a un tel poids en fait de ce qu'il dit. Et c'est un mec qui a traversé les époques, qui a connu tout le monde et tout. Donc c'est à la fois un catcheur et à la fois voilà le patron. Donc enfin, ouais, pour moi, voilà, enfin, on en a parlé un peu sur Catch-Up. Dans le groupe Autorité, il est au micro, il est complètement au-delà de Vince ou Shane ou même Steph. Il y a une très très grande force dans ce qu'il dit. Et oui, c'est vrai, tu l'as dit, j'avais oublié de le souligner. Voilà, il rappelle que Ric Flair a failli mourir plusieurs fois, que Ric Flair devrait presque être mort déjà, et pourtant il est encore vivant. Et voilà, c'est toute l'amitié avec cet homme qui a été remise en jeu. Ouais. Ouais, t'imagines, Triple H, il est arrivé en quoi, je sais plus, en 96, un truc 95 à la WWE. Il a toujours eu Ric Flair dans son entourage, il a fait partie d'un clan kayfabe avec lui. Si tu veux, il y a un relationnel entre les deux. Si tu veux, tout ça, en fait, au final, c'est pour installer Triple H dans un rôle de babyface pour le match de WrestleMania, et c'est pour conforter Batista dans son positionnement de heel. Et je l'ai dit lundi dernier, je le répète, je suis ravi de voir Batista en heel, de le voir en face. Donc, je trouve parfait que Batista soit le méchant de l'histoire. Pour peu que Papy Ric Flair, qui parle avec du yaourt, vient nous faire une ou deux promos pour soutenir Triple H, et puis bah voilà, emballer ses pelés. On a un match voilà de Hall of Famer pour WrestleMania qui est booké comme il y en a quasiment tout le temps finalement. Donc là, Triple H et Batista, ils sont en plein dedans. C'est pas. Il lui dit, comment il lui dit? Il lui dit, ouais, il lui dit que Dave a son attention. À la fin, il termine, tu sais, quand il fait ses gros yeux avec son gros nez là, le Triple H là, et qui lui dit, ouais, que Dave il veut son attention, bah il l'a quoi. Ce n'est plus un jeu. This is not a game. Ouais, donc toi ça t'a plu a priori, toi t'es convaincu par cette feud qui commence là. Hein. Moi, si tu veux, les feux de vieux, ça me va toujours à partir de entre vieux. Ce que je déteste dans le catch, je le dis souvent, mais moi j'aime pas trop les retours des anciens, etc., et qui viennent piquer le spotlight aux mecs qui sont dans le current roster ou qui sont des gars qui arrivent. Je déteste ça. À la WrestleMania, moi ça me va très bien des combats entre légendes. Ça, moi je suis tout à fait favorable à ça, ça me pose pas de problème. Mais ce qui m'ennuie, c'est de voir un Triple H catcher contre ouais, tu vois, comme à l'époque où il catchait contre Roman Reigns, quoi. Là, tu vois, ça me saoulait, quoi. Moi, c'était pas saoulait dans cette feud. C'était Triple H qui me saoulait dans cette feud. Et du coup, bah voilà, le voir face à Batista dans un espèce de déchirement d'Evolution, et ben allons-y. Moi, je valide. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur la qualité du scénario et du kayfabe. J'ai eu un petit peu de mal, je dois l'avouer, avec ce côté. Alors, je trouve que c'est un peu dévaloriser le catch en lui-même, que ce côté non mais là c'est du sérieux et là on abandonne nos personnages entre guillemets parce que je trouve qu'il aurait pu faire une très bonne promo sans verbaliser ça parce qu'en gros ça nous dit bon bah tout ce qui se passe le reste du temps dans Monday Night Raw c'est un peu casser quel faible en fait, c'est un peu nous dire bon tout le reste c'est du jeu, on fait semblant, on est des personnages, on est Triple H et tout. Et puis là, tout d'un coup, tu vois, c'est réel. Il y a une sorte de jeu de langage qui me paraît un peu bizarre, je trouve. C'est un peu comme ce que fait Ronda Rousey aussi parfois là, quand elle dit qu'elle est meilleure parce que voilà, elle est championne du UFC. Enfin, toujours le concept du kayfabe qui est un peu difficile à manier, j'ai trouvé. Je sais pas si a priori ça t'a pas touché. Ouais, c'est un peu entre les deux. C'est pas, je sais pas. J'ai du mal à te répondre à ça en fait. C'est dans le catch, c'est comme ça. Il y a des espèces de trucs un peu immuables ou un peu. Voilà, non, mais moi pour l'instant, ça me va comme ça. Ça me va comme ça. Écoute, très bien, on continue puisque après avoir vu le gendre du patron, ben on va voir la fille. Alors très très étonnant, j'ai trouvé. On retrouve Stephanie McMahon en coulisses. Alors je sais plus si c'est avec Charlie Caruso ou quelle autre intervieweuse. Voilà, donc on vient avoir des nouvelles du titre féminin de Raw, hein, puisque Ronda Rousey est partie en le laissant par terre la semaine dernière.
Et Stéphanie, comme ça, entre deux portes, entre deux couloirs, nous annonce rien de plus que la plus grosse annonce de ces derniers mois. C'est-à-dire qu'elle nous dit que finalement, on enlève la suspension de Becky Lynch. Becky Lynch est de retour. Et puis, comme le titre est vacant, à Fastlane, on aura un match Becky Lynch versus Charlotte pour le titre. Moi, j'étais très étonné qu'on nous dise ça comme ça entre deux coins de porte. Alors, évidemment, la situation va encore évoluer, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Chris? T'étais étonné, bah écoute, pourtant on en a parlé dès le début, si tu veux, la fameuse capacité d'oubli de la WWE. Oui. WWE est la compagnie qui oublie le plus vite de la Terre. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire que Stéphanie, elle a déjà zappé que la semaine dernière, Becky, elle est partie avec des menottes, qu'elle est dans l'intervalle de la semaine encore d'avant, elle avait été déjà suspendue 60 jours, que, en fait, on oublie tout, quoi. On interrompt on fait ce qui est mieux pour le business. Donc, de lundi en lundi, ce qui est mieux pour le business, bah là, lundi cette semaine, il fallait stopper la suspension de Becky, quoi. Et alors l'histoire elle est invitée à signer une décharge pour l'exonérer de toute responsabilité, pour exonérer pardon la WWE de toute responsabilité si elle est blessée pendant le pay-per-view. Voilà, enfin tout ça c'est cousu de fil blanc, mon bon Rafa, c'est cousu de fil blanc, c'est un complot ça, c'est un complot c'est sûr. Oui, non, bien sûr. Non, mais ce qui m'a étonné surtout, c'était pas tant le contenu que voilà, c'est cette interview entre backstage. En fait, souvent ce genre d'annonce, c'est pour le ring, quoi. Mais c'est vrai que c'est parce que ça annonce d'autres événements dont nous allons parler dans la foulée. Alors, pas de suite, hein. Entre-temps, on a réussi à nous caser un petit gauntlet match pour les tag teams d'Euro. Donc, Heavy Machinery, leur vœu a été exaucé. Ils vont affronter tout le monde ce soir. Donc, ils affrontent d'abord la B-Team qu'ils battent, non sans une légère résistance de Bo Dallas, qui essaye quand même de faire ce qu'il peut, mais quand même, hein, ils vont s'incliner, les anciens champions du monde, hein, puisque quasiment l'année dernière, ils étaient champions par équipe, ceux-là, la B-Team. Ensuite, c'est The Ascension qui passe à l'action, et c'est quand même eux les piliers de la rébellion. Hein. C'est surtout l'Ascension qui était très virulente contre Heavy Machinery. Bon, pareil, ils perdent assez rapidement. Et au final, Zack Ryder et Kurt Hawkins vont eux aussi s'incliner. Donc, Otis et Tucker font table rase en fait dans la low card. Hein. Ils ont détruit tout le monde. Est-ce que c'est très dommageable pour ces équipes-là? Est-ce que c'est pas un peu normal de faire de la place pour celui qui arrive? Qu'est-ce que tu penses de ces deux drôles de gaillards là qui sont en train d'arriver et de faire un petit peu de bazar, hein, chez les équipes? Eh ben écoute, je veux pas être tierce, mais très franchement, j'ai trouvé ce match assez mauvais. Euh, un gauntlet match qui s'est déroulé à la vitesse de la lumière alors que il y avait quand même quatre équipes quoi. Pareil, ça a été plié, mais alors en 2-2. Voilà, le compacteur, bon, voilà, on passait le compacteur, hein, les Heavy Machinery, bon bah c'est parfait. Otis nous a fait le worm, c'est parfait. Si tu veux, là, en fait, on l'a dit tout à l'heure, mais là, on était vraiment face à la low card ou mid card de la Tag Team Division, et elle est pas jolie à Raw. Elle fait pas rêver. Heavy Machinery, je t'avoue que pour l'instant, je les vois même pas dans la title picture à Raw, alors qu'il n'y a pas grand monde pourtant en tag team division vraiment au niveau du top. Heavy Machinery, je suis assez surpris en fait. Il passait beaucoup mieux auprès de moi du temps de NXT. Là, dans le main roster, j'ai un peu de mal. Pour l'instant, pas super convaincu. Après, si tu veux, je me dis c'est le début. Moi, je suis assez patient en catch, hein, donc je me dis c'est le début. On va voir comment ils vont les construire petit à petit. Et puis, mais si tu veux, ce match, finalement, ils battent trois équipes. Et comme il n'y a rien au bout, finalement, on dit pas, bah tiens, du coup, il vient machinerie, il commence à faire de l'impact, on va peut-être un peu les grimper, tu vois, sur des matchs un peu plus importants. Pour l'instant, il n'y a rien qui est dit, tu vois, qui nous est expliqué par rapport à Heavy Machinery. Pour l'instant, on a l'impression qu'ils sont posés comme ça dans le show, on les met en avant un petit peu, ils font un match, ils font une promo. Mais je trouve pas, tu vois, qu'il se passe quelque chose de vraiment excitant avec Heavy Machinery pour l'instant. Oui, moi je trouve que les pop sont assez moyennes, hein, pour Heavy Machinery en plus. Alors peut-être que le public n'était pas hyper motivé vis-à-vis de l'affiche, c'est sûr, mais ça marche doucement. Après, je suis d'accord avec toi. Il y a toujours un biais entre NXT, le main roster. On peut patienter un peu avec ces deux gars-là, mais bon, pour le moment, on le voit pas mal. Mais c'est sûr que la low card de Raw, elle fait pas, ça c'est pas la promesse de grandes affiches, quoi. Là, on est vraiment en milieu, on est dans le ventre mou du weekly, hein. On est dans le Raw, le mauvais moment, quoi.
Ouais, et puis enfin, en plus, là, on parle de la low card tag team, quoi. Ouais. Mhm. C'est pas ce qui fait le plus rêver dans le show, quoi. Et bah écoute, c'est ce que la suite fait plus rêver. Ensuite, on a le match entre Elias et Dean Ambrose, hein, suivant leur interaction des débuts de show. Alors plusieurs fois avant ce match, je ne l'ai pas cité, mais on a vu en coulisses et Roman Reigns puis Seth Rollins essayer d'aller parler à Dean Ambrose qui était en train de s'échauffer pour lui dire bon, ça serait bien il faut qu'on parle, mec, il faut qu'on remette le shield et tout. Et Dean Ambrose il rejette toute aide, hein, il dit merci de m'avoir aidé la semaine dernière, mais là je dois me concentrer. En gros, je dois me concentrer pour mon match. Est-ce qu'il aura été déconcentré par ses copains? On ne sait pas. Toujours est-il que dans un match assez rapide, assez énergique, moi j'aime assez les confrontations entre les deux. Là, finalement, ils ont un style un peu similaire. Ils sont assez bourrins et pas très techniques. C'est pas très fluide, mais ça envoie des bons coups. Et du coup, Dean Ambrose va s'incliner et il encaisse le finisher de Elias et il prend un tombé tout à fait clean. Euh, donc, c'est un peu ça va mal pour lui, quoi. Il perd beaucoup, hein, Dean Ambrose. Roman Reigns et Seth Rollins essayent de venir le consoler, le rassurer, puis ils veulent faire en sorte que le Shield se reforme, hein, c'est le but de l'opération. Dean, il veut pas, il est vénère d'avoir perdu, il s'en va, il monte par les escaliers, donc comme le faisait le Shield, hein, il repart comme le faisait le Shield, mais à ce moment-là, Bobby Lashley, Baron Corbin et Drew McIntyre arrivent et les trois se moquent du Shield, se moquent de Seth Rollins et de Roman Reigns en disant qu'ils ont l'air de petits individus tout seuls et ils foncent à l'attaque. Et alors là, on se retrouve avec une baston 3 heels contre 2 face. Ça commence à aller mal pour Roman Reigns et Seth Rollins, mais Dean Ambrose, il est encore là-haut, il voit tout, il est déchiré, et puis finalement, il redescend à toute vitesse, il revient aider ses copains, il les aide à faire un petit peu le ménage, et au final, on se retrouve quand même avec les trois mecs du Shield qui tendent leurs poings comme à la belle époque, et du coup, on nous annonce qu'à Fastlane, dans quelques jours, Roman Reigns va recatcher avec Dean Ambrose, avec Seth Rollins, contre leurs agresseurs du soir, contre Lashley, Corbin et McIntyre. C'est reparti comme en 40. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, Chris? The band is back together. Eh oui, ça y est. The Shield stand tall. Yeah. Ouais, bah écoute, comme on l'avait annoncé presque au début de la review, voilà, le Shield est reformé. C'était un long segment entre le match, finalement, toute cette partie-là, là, sur ce Raw est pas mal. C'est plutôt assez dense et assez rythmé. Avant, on a une petite promo de Charlotte juste avant, je crois, dans les coulisses. Ah, Et peut-être. après, ça enchaîne avec tout le truc avec le Shield, avec le combat Elias Ambrose, ouais, Ambrose. Et tout ça, ouais, c'est assez long, c'est plutôt pas mal. Là. Ça met plutôt une bonne ambiance, on va dire, dans le show, parce que avec ce qu'on sortait avant, avec le match tag team, là, du coup, c'était plutôt sympa. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Écoute, le fait important du segment, au final, c'est la reformation du clan. Ouais, bah écoute, franchement, tu as été surpris? J'ai pas été surpris, mais je dois positivement trouver que c'était vraiment bien pensé, comme tu le dis, avec de la suite dans les idées sur ce segment. Moi, je me rappelle avec un peu de douleur, hein, de la dernière reformation du Shield, quand Dean Ambrose et Seth Rollins sont passés des semaines à se chercher, tu te souviens de ça, hein, à se dire oui, à se dire non. Là, c'était cet été, c'était un peu, un peu ennuyeux à suivre, surtout qu'on savait qu'ils allaient finir par se reformer. Et là, c'est bien plus efficace, c'est bien plus rapide. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec. C'est c'est de la lecture très profonde du show et je pense que la plupart du public s'en fout, mais avec le fait que voilà, on a un Shield qui est quasiment pas reformé. Hein, Dean Ambrose, il a l'air vraiment de pas vouloir. Mais en fait, c'est les méchants, comme toujours, c'est les méchants qui font créer la solidarité chez les gentils, quoi. Donc bon, c'est comme ça. J'aime ce genre d'analyse, ça me fait ça. Voilà, c'est ça, c'est les méchants, tu vois, les méchants, ils sont tellement méchants, et ben que même le plus bête des gentils, parce que Ambrose là-dedans, il est pas fut-fut, on va dire, et ben
Et ben même Ambrose, et ben du coup, ça le fait revenir avec les poteaux, quoi. Voilà, quoi, ça le fait revenir avec les copains. Du coup, non, non, mais moi, franchement, je suis vachement satisfait, très honnêtement. Ça va nous amener des bons gros matchs. Là, tu vois, du coup, Fastlane, ça va nous amener un 3 contre 3 qui s'annonce assez costaud, quoi, tu vois, assez velu, je pense. Et ça fait franchement toujours plaisir de voir le Shield en pay-per-view. Je pense qu'on a plein de souvenirs, tous ceux qui suivent le Shield depuis ils sont arrivés quoi, je crois en novembre, un truc comme ça. Ouais, Hein, ça fait un moment, hein. donc novembre 2012, si on compte le nombre de pay-per-view avec le Shield, où ils ont affronté d'autres clans, ou alors dans le cadre de ceinture ou de choses comme ça, en général, on est rarement déçu. C'est toujours des bons. Moi, j'ai des souvenirs de voilà, Shield versus Evolution, Shield versus Wyatt Family. À chaque fois, on est assuré d'avoir des bons matchs en pay-per-view, quoi. Donc, écoute, moi, je prends. En plus, Dean Ambrose, il naviguait à vue depuis plusieurs semaines. Là, on avait l'impression qu'il était un peu chien perdu pour le coup. Donc, il revient dans le giron du Shield. C'est parfait, c'est parfait. Ça va nous donner quelques bons combats de catch. Bah, c'est très bien à plein de niveaux parce que ça nous occupe vachement bien aussi Seth Rollins qui est quand même un peu challenger perdu, sans champion. C'est comme tu dis, alors moi ça reste un mystère, hein. Est-ce que vraiment Dean Ambrose va nous quitter après WrestleMania? Est-ce que c'est son dernier baroud de gloire? Est-ce que du coup ça rebat un peu les cartes? Parce que quand même, j'imagine mal la WWE s'asseoir sur, comme tu l'as dit, le merchandising du Shield, et puis si Ambrose part, bah, c'est plus vraiment le Shield. Il y a encore beaucoup de questions, mais c'est vrai que c'est plutôt des. Enfin, on verra qu'en pensent nos auditeurs, mais c'est plutôt des questions positives. Je trouve on a envie d'en savoir plus sur cet avenir du Shield et de Roman Reigns et de Dean Ambrose. Ouais, ouais. Après, si tu veux, le seul truc qui me pose un petit peu problème, c'est pas du tout la formation du Shield ou quoi que ce soit, c'est le fait de l'absence. Alors, on repart une polémique, sur un débat redondant, mais c'est le fait que, encore une fois, on se retrouve dans cette situation. On remet le Shield aussi un peu parce qu'il y a absence du champion, du titre majeur dans le cadre du show de Raw, quoi. Ah, ça. Universal n'est absolument pas évoqué. Il y a quasiment même pas d'évocation de Brock Lesnar pendant le show. Rollins, il parle, à part dire une ou deux fois, oui, je vais faire le main event de WrestleMania, mais c'est tout. Et si tu veux, malgré tout, Rollins, il fait le main event de WrestleMania, il faut bien l'occuper puisque le champion n'est jamais là, puisqu'il n'y a aucune interaction avec le champion. Quelque Je pense que quand tu es créatif à la WWE, tu t'es dit, ah bah merde, Rollins, on a 2 mois, il faut l'occuper là, il faut lui faire des matchs, en plus, il est un peu blessé. Bon, bah, Brock, il sera quasiment pas là, donc il va falloir faire sans. Je pense que le Shield, c'est aussi une belle solution de secours pour les bookers aussi, là, dans ce cas précis, là. Ah bah oui, clairement, je pense aussi. Écoute, il y a des ceintures qu'on ne voit pas, il y a d'autres qui viennent tout juste d'apparaître. Sans transition, les tag teams féminines, Tamina affronte Sasha Banks et grâce à plusieurs interventions de Nia Jax qui va notamment casser des prises de soumission, Tamina va réussir à passer son super kick dans les dents de Sasha Banks et de la coucher pour le compte de 3. Et donc, je crois bien que c'est validé. On a un match entre les deux, euh, les deux clans pour Fastlane pour cette première défense du titre féminin tag team. Un match pas très bon, pas très intéressant de mon point de vue, mais peut-être que tu as un avis divergent. Hein. Dis-nous tout. C'était pas un match, je crois pas que c'était pas du tout un match qui défendait la ceinture, hein. Non, 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 non. Je dis, il y aura l'affiche, il y aura un match entre les deux à Fastlane, mais là, on a. Non, non, c'est. J'ai confondu, je me suis dit, ah bah tiens, on est parti sur le match de championnat, mais non, effectivement, oui. Oui, oui, single match, quoi, du coup. Bah écoute, c'était plutôt pas trop mal, ce match-là. Tamina, qui est quand même pas très très terrible, terrible dans le ring, bah heureusement, Sacha, elle a su quoi en faire, quoi. Donc Sacha fait plutôt un bon match, et pourtant Tamina, au final, va le gagner avec un bon gros super kick, pour le coup. Et bah, Tamina s'en est plutôt pas mal sorti. J'étais un peu inquiet parce que comme la semaine dernière, on avait eu Bayley Naya, je savais que cette semaine, on n'allait pas y couper, ça allait être Tamina dans le ring. Donc, si tu veux, ça m'inquiétait un petit peu quand même, hein. Et du coup, c'était plutôt pas trop mal. C'était plutôt pas trop mal. Les heels, elles gagnent. Encore une fois, décidément, les heels, Elias a gagné. Tout le monde, tous les heels, arrêtez pas de gagner ce soir.
Et puis ça va encore une fois, bah tu vois, ça va être un match pas trop mal, je pense à Fastlane, cette première défense de titre. Je suis curieux de voir. Ils vont quand même pas oser faire perdre Sasha Banks encore une fois en pay-per-view une ceinture, parce que comme c'est une Ah, qualité. oui. Écoute, tant mieux pour toi si tu es plutôt optimiste sur ce match. Moi, j'avoue pas trop savoir à quoi m'attendre. Je les aime pas trop, hein, les deux, Nia Jax et Tamina. Donc à voir, mais à voir. J'espère être Ouais, agréablement. ouais, même, tu vois, c'est pas parce que je suis fan ou quoi que ce soit, quoi. C'est juste que je me dis que l'opposition de style, là, on les a eu en un contre un sur 2 lundis de suite. Alors effectivement, tout de suite, c'est pas génial, hein. Mais quand c'est par équipe, je pense que c'est plus sympa et c'est plus rythmé. Et ça cache un peu les faiblesses de Naya et de Tamina dans le ring. Sacha et Bella, elles délivrent la marchandise, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Elles sont toutes les deux athlétiques, elles sont toutes les deux dans la même morphologie, tu vois, c'est assez. Mais donc du coup, je suis pas trop inquiet pour la qualité du match de Fastlane. Je pense que ça sera pas mal. Ça sera pas fou, mais ça sera pas mal. Oui, tu as raison. C'est vrai que la WWE, c'est relativement bien écrit. En général, c'est ces matchs tag team. Donc, il y aura de quoi faire. Alors, justement, tu le disais, on a une affiche ce soir de championnat pour les équipes, pour la division des équipes. Donc, c'est les Revival, hein, les nouveaux champions, depuis pas très longtemps, depuis 2-3 semaines, je crois, qui vont directement défendre leur titre contre les deux petits nouveaux de NXT contre donc Aleister Black et Ricochet. Alors les deux sont très motivés, on les a vus un petit peu, on les a vus juste avant de rentrer sur scène. Ça marche bien, hein, je trouve maintenant pour les deux au niveau de la pop quand ils entrent. Il y a une ambiance qui se crée, il y a la musique des deux celle de Ricochet et d'Aleister Black qui donne vraiment envie de les voir. Et, euh, et donc, on a un affrontement super attendu, hein, entre les deux équipes. Les Revival, c'est voilà, les piliers du catch à l'ancienne, du catch du Sud. Là, c'est technique, ça se coince dans les coins, hein, ça travaille l'adversaire. Mais les deux autres, ils sont intenables, hein, ils sont virevoltants. Pardon. Ricochet, il va dans tous les sens. Il place des tombées. À un moment, il essaie de faire un tombé. Je ne sais plus trop comment il fait en se couchant quasiment sur l'adversaire. Bref, on a un match qui part pas mal. Malheureusement, on n'aura jamais l'issue, en tout cas pas ce soir, puisque c'est les anciens champions, hein, Gable et Bobby Roode, qui arrivent, qui passent à tabac des Revival, donc disqualification, le match est fini, et qui vont essayer de s'en prendre aussi aux deux petits nouveaux de NXT en leur faisant bien comprendre, hein, c'est ce que Gable, Bobby Roode, vous êtes là depuis 2 semaines en gros. Bon, il n'y aura pas plus de tension physique que ça, hein. Ils descendent assez vite du ring. Gable and Roode, Ricochet et Aleister Black nous gratifient de leur petite voltige là pour se repositionner au milieu du ring. Mais la tension monte. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour cette division tag team? Est-ce que je sais que tu étais assez critique envers les montées de NXT là. Est-ce que ça te plaît un peu plus ce genre d'interaction, d'affrontement De toute façon, Gargano et Ciampa, ils ont disparu là. Parce que pour diverses raisons. Donc du coup, c'est Black et Ricochet qui restent les deux, qui sont là tous les lundis, hein, depuis 3 semaines maintenant, quoi. Tu veux, moi je l'ai dit la semaine dernière, hein, mais moi je suis assez déçu en fait de voir Aleister Black et Ricochet en équipe. Pour moi, ces deux catcheurs-là, ils auraient dû avoir un destin individuel au départ. Je trouve ça, voilà, ça m'ennuie un petit peu de les voir dans la tag team division, quoi, ces deux-là. Mais bon, on peut pas mettre tout le monde dès le départ, donc écoute, pourquoi pas, on les met par équipe, pourquoi pas. Après moi, si tu veux, ouais, je suis critique, mais sur l'arrivée de NXT, parce que c'est vrai que je reste, même encore maintenant, là, pour l'instant, je reste toujours un petit peu dans l'expectative du traitement de ces deux gars-là. Mais comme tu l'as dit au début de ton laïus sur ce segment-là, c'est que effectivement déjà ils sont arrivés sous une bonne pop cette semaine, ce qui n'a pas été trop le cas sur les deux premières. Là, par contre, là, c'est vrai qu'il y avait du répondant. On était à Philadelphie, peut-être que le public est un peu plus connaisseur, je sais pas. Et du coup, parce que la foule a commencé d'ailleurs, ça a commencé en chantant NXT, ce qui n'a pas été la semaine d'avant et ce qui n'avait pas été cas encore 15 jours auparavant. Donc, si tu veux, déjà, je pense que ça a mis un petit peu plus d'ambiance parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la foule la semaine dernière, c'était quand même bien le feu. Cette semaine, c'était par moment, c'était un peu par intermittence la foule, quoi. Et comme moi, ça compte vachement dans mon interprétation du show. Euh, alors après, écoute, les Revival, ils ont enfin gagné un match parce qu'ils sont champions et jusqu'à présent, ils avaient perdu tous les matchs qui avaient suivi leur prise de titre. Là, ils ont gagné un match par disqualification.
dans un combat qui a été trop court à mon goût, parce que je pense qu'on aurait pu voir des trucs pas mal, même si on a vu après, apparemment, écoute, je sais pas, tu vas me le confirmer ou pas, mais bon, dans l'absolu, j'ai l'impression que Gable et Glorious Boob, Glorious Rude deviennent heal. Ah bah Non. ça a l'air, ouais, ça ressemblait à ça quand même. Te priver d'un match de championnat attaqué là, la foule a détesté en tout cas. Et oui, ils avaient une bonne gueule de méchants là à la fin quand ils ont invectivé les montées d'NXT. Ouais, j'ai trouvé. Pris une grosse hit à ce moment-là, hein, par le public, hein, il m'a semblé quand Ouais, même. oui, 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 oui. Et par contre, il y a eu un moment, voilà, petit moment spectaculaire là. C'est quand ils se retrouvent que les deux sont en bas et qu'ils se parlent, ils s'invectivent, etc. Et puis là, Ricochet et Black, ils nous ont fait un simulacre de suicide dive qui s'est transformé en flip back arrière, un double flip back arrière. Enfin, avec Ricochet, de toute façon, on sait même plus tellement il en fait, quoi. Mais même gratifié de son retour au milieu de ring assis là. Et donc c'était plutôt spectaculaire. C'était un segment qui était plutôt sympa, qui était pas extraordinaire, qui était pas fou. Le match a été trop court à mon avis. Et Alistair Black et Ricochet, moi je continue à dire je demande à voir. Je demande à voir, je demande à voir. En fait, si tu veux, il s'avère que moi j'adore Alistair Black à NXT, c'était mon catcheur vraiment favori, quoi. C'était vraiment celui que j'appréciais particulièrement. Et Ricochet, je l'aime particulièrement parce que pour moi, c'est Prince Puma de la Lucha Underground et c'est là-bas que je l'ai découvert et j'adore ce type, quoi. Donc ces deux catcheurs, pour moi, c'est deux gars qui s'ils sont bien gérés, ils vont faire des étincelles dans ce show rouge. Après, les Revival, je trouve que c'est des champions faibles. Voilà, ils sont faibles, ils sont présentés que comme des brawlers. Ils ont pas du tout le même, enfin ils ont beaucoup moins un moveset beaucoup moins libre qu'ils n'avaient à NXT et pour l'instant ils me laissent sur ma faim les Revival, quoi. C'est pas, tu vois, encore une fois, c'est pour moi un peu la faiblesse, c'est la tag team division à Raw, quoi, hein, par rapport à SmackDown, elle souffre de la comparaison. Ouais, moi je suis un peu moins sévère que toi. En tout cas, je suis beaucoup plus content pour les montées de NXT. Alors c'est vrai qu'on voit plus Ciampa et Gargano. A priori, Ciampa est blessé, si j'ai bien compris. Mais moi, je trouve ça pas mal. Écoute, encore une fois, on pourrait en discuter des heures de la, la montée des mecs. Moi, je trouve ça pas plus mal finalement de les intégrer en tag team. Ils occupent une division qui est de toute façon, on a dit, manquait vraiment de star power. Ils auront un programme, enfin, par exemple, Alistair Black, moi, c'est tout à fait le genre de profil que je vois bien gagner un Money in the Bank ou Ricochet aussi d'ailleurs. Ils seront en solo d'ici peu, mais il y a quelque chose à faire. Après, c'est vrai que c'est une scène tag team qui est très bizarre et les revivals paraissent faibles, mais en même temps, Gable et Roode paraissaient faibles aussi. Ça fait plusieurs mois qu'on a des champions qui ont des règnes courts et qui perdent beaucoup, donc c'est pas. Le Ça fait titre Maro a changé de main je ne sais combien de fois on va dire sur les 18 derniers mois, c'est incroyable, quoi. Ce titre, il a changé de main. Imagine quand même qu'au mois de mai ou de juin de l'année dernière, le titre, il était quand même dans les mains de Bray Wyatt et de Matt Hardy, quoi. Ouais, bah ouais, il y a eu la B-Team après. Enfin, oui, il y a eu plein de gens, quoi. Il y a eu, il y a eu, je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, il y a eu Rude, enfin, c'est incroyable. Il y a pas du tout de stabilité dans la tag team division à Raw. Et ça manque de folie, tu vois, quoi. C'est pas quand les matchs de la tag team division arrivent, on fait ouais, alors que quand on fait ouais, bof dans le show rouge. Alors que quand c'est à SmackDown, tout de suite, tu sais que ça va envoyer du lourd. Même sur un match tu vois, la semaine dernière, tu vois, sur les un ou 2 combats de tag team qu'il y a à SmackDown, bah c'est pas, ça envoie autre chose, quoi. Là, les Revival, tu vois, je les trouve faiblards, faiblards. Bah, et puis comme tu dis, ils nous font une affiche là qui est très, qui est très raccourcie finalement. Et je sais même pas d'ailleurs, il faudra qu'on vérifie, mais si ces quatre-là, s'il y a un programme pour la ceinture à Fastlane, je suis pas sûr. Est-ce que tu Bah, sais? écoute, dans la carte, en tout cas, de dimanche, pour l'instant, j'ai rien vu. Ouais, donc Enfin, je suis peut-être pas à jour, hein, on est qu'à jour, on est mardi soir, donc oui, ça peut s'ajouter encore. ajouter, ouais, 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 parce que je pense pas que la carte de toute façon de Fastlane soit complètement figée, là, hein, loin de là, quoi. Non, peut-être pas. Bah écoute, à ce propos, la carte de Fastlane va encore bouger ce soir et on va directement attaquer le gros segment, le main event. Est-ce que tu es prêt, Chris? Prêt pour le main event féminin, tactique Eh, qui envahit, pardon, la Women's Division qui envahit le main event d'Euro.
Ouais, alors écoute, je vais à peu près tout décrire, hein, on va essayer de tout finir et puis on donnera notre avis après. C'est un gros segment, hein. Donc c'est Stéphanie qui arrive sur le ring, Stéphanie McMahon, qui appelle Charlotte d'abord, et puis Becky Lynch qui arrive. Donc Becky Lynch est là, elle est sur sa béquille. Donc les trois femmes sont au milieu du ring, et Stéphanie nous rappelle, voilà, Ronda Rousey, elle a laissé tomber sa ceinture, la ceinture est vacante. Becky, bah voilà, t'enlève ta suspension parce que voilà, best for business, hein. Et puis donc Becky, il faut que comme tu n'es pas encore tout à fait en bon état, tu vas signer cette fameuse clause de non-responsabilité de la WWE. En gros, si t'arrive quoi que ce soit, tu pourras pas te retourner contre ton employeur. Bon, ça a l'air d'aller à tout le monde. Sauf que Ronda Rousey arrive, elle arrive du fin fond du parking, hein, elle met du temps à arriver. D'ailleurs, il nous casse une coupure pub au milieu alors qu'elle est en train de marcher. Et elle arrive, elle est très très vénère, Ronda Rousey, et elle nous dit qu'en fait, elle a jamais rendu son titre vacant, hein. Elle, ce qu'elle voulait, c'était que Becky intègre le match, mais pas que elle en soit sortie. Donc, bah, alors, bon, ok, pourquoi pas, hein. Sauf que bah, Stéphanie elle lui dit, bah tiens, ok, elle lui rend la ceinture. Voilà, la ceinture était vacante, mais en fait non, Ronda Rousey est toujours championne. Donc Stéphanie a réfléchi, elle dit, ok, bah à Fastlane, on va garder notre Becky versus Charlotte, mais ça sera pas pour le titre, du coup. Ça sera pour que si Becky perd, elle est dehors, quoi, elle est out. Et si Becky gagne, eh ben, elle est intégrée au main event de WrestleMania. Et on a un triple threat, donc Becky Lynch contre Charlotte, contre Ronda Rousey, ce match qui était teasé depuis quelques mois et qui est l'un des favoris de notre ami Giscal, hein. Je vous invite à regarder sur les cahiers du catch. Il a écrit un bel article criant pourquoi pour lui c'était essentiel d'avoir ce triple threat. Bon, alors à mon grand étonnement, Becky a l'air satisfaite de l'histoire, hein. Je rappelle qu'elle a juste gagné le Royal Rumble qui normalement devait lui donner le shot, mais bon, c'est pas grave. C'est Ronda Rousey qui est pas contente. Ça lui va pas. Elle devient furieuse, elle pète un plomb, elle va insulter le public même. Elle dit qu'elle en a marre, elle en a marre d'être là pour nous divertir. Elle en a marre de se faire voler la vedette par Becky Lynch alors qu'elle elle se tue à la tâche. Elle en a marre, voilà, de devoir faire des efforts. Donc elle a envie de devenir méchante, Ronda. Donc elle y va. Elle donne un coup de pied à Charlotte qui tombe hors du ring. Elle attaque Becky Lynch et elle va lui placer 3 fois consécutivement son armbar. Charlotte, elle reste à regarder, hein, elle n'a pas trop envie d'intervenir non plus. Donc Stéphanie, elle est partie en coulisses à toute vitesse. Et en coulisses, pendant que Ronda Rousey célèbre au milieu du ring sur sa musique de fin, Stéphanie nous dit au micro que il va y avoir des choses à régler, que Ronda là où il nous a révélé sa vraie nature et que donc il va encore y avoir des choses à dire là-dessus. Voilà, donc ce show se finit avec petit point. Donc Stéphanie est en coulisses et elle n'est pas contente. Charlotte, elle est au bord du ring et elle regarde tout ça. Et Becky Lynch, elle est étalée de tout son long parce qu'elle a subi 3 armbars. Et Ronda Rousey, elle célèbre auprès du public alors qu'elle a plus ou moins fait un heel turn. Donc c'était un peu bizarre, j'ai trouvé. Mais voilà, il est temps pour nous d'analyser ce segment main event long et lourd de conséquences. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Étonné, surpris? On va vers un triple threat? Qu'est-ce qu'on en pense, Chris? Est-ce qu'on a la vraie nature de Ronda Rousey? Ouais, écoute, pour moi, il n'y a pas de doute qu'on va vers un triple threat, quoi, déjà. Ensuite, je constate encore que, bah, si je veux, les filles, elles ont quand même la part belle, là, hein, dans le Raw. Elles terminent elles ont le main event de la fin. Becky reste dans une pop super forte. Ronda est en train de turner heel, vraiment fort, hein, vraiment fort, fort. Elle nous a fait une promo encore bien énervée à la fin. Par contre, bah écoute, on leur a dit quelques fois au cours de cette review, mais encore une fois, la capacité d'oubli de la WWE qui est quand même super forte. Avec ce truc quand même de fou de Stéphanie qui dit ah bon bah, ah il était vacant ah bah non il était pas vacant bah non finalement il est plus vacant ouais donc c'est un peu étrange pas de doute sur le fait que Becky va battre Charlotte et va intégrer ce main event de WrestleMania. Voilà. Ben, alors, du coup, analysons un peu. Moi, ouais, alors déjà,
très, Moi, très, très. si Oui. si tu veux, comme on se retrouve pour un Raw tous les deux, j'avais parlé avec Bad Karma la dernière fois. Moi, je fais partie de ceux qui sont plutôt favorables à ce triple threat, quoi. Même si je suis déçu par l'absence de l'affiche Charlotte Azuka, qui à mon avis aurait été un très bon combat et qui s'écrit tout seul. Mais moi, je fais partie plutôt des gens qui sont ouais, je trouve on a les trois meilleurs là dans le ring qui vont s'affronter pour Mania et c'est plutôt pas mal. C'est un lourd sujet de discute et là encore, je renvoie à l'article de Giscal sur les cahiers du catch qui lui est totalement favorable aussi à ce triple threat. Moi, je peux entendre ce côté, voilà, ça va être une affiche un peu bigger than life avec 3 très fortes catcheuses, 3 personnalités très différentes, mais je reste persuadé que dans l'écriture de la feud et tout, ça aurait très bien pu être un contre un et là, j'ai un peu plus de mal aussi parce que du coup, bah, voilà, la gagnante de notre Royal Rumble féminin, c'est Becky Lynch. Et là, Becky Lynch, bon, on sait tous qu'on va avoir le triple threat, mais elle est même pas sûre d'avoir son spot. Donc, elle peut perdre son spot, ce qui est un peu bizarre. Et puis, bah, si elle a son spot, c'est qu'elle va battre Charlotte. Alors, elle peut battre peut-être par disqualification parce que Ronda Rousey va intervenir, ça on ne sait pas. Mais ça veut dire que Charlotte va arriver à WrestleMania quand même avec tu vois, une défaite, hein, c'est pas rien non plus contre Becky Lynch, donc ça va déjà un peu la plomber aussi. Et D'accord avec toi je te coupe juste sur oui, vas-y. l'argument du Royal Rumble. Si tu veux, ça, je trouve que ça, c'est un bon argument de la part des gens qui étaient plutôt, qui sont pas trop favorables, on va dire, aux triple menaces. C'est vrai que ça, c'est un truc étrange, quoi, au final, quoi. Becky, elle a eu son spot, elle l'a gagné son spot à WrestleMania. Donc c'est vrai que finalement, qu'elle se retrouve à Fastlane dans un combat pour déterminer si elle a le droit de participer au main event, quelque part, c'est un non-sens par rapport aux règles, tout simplement, de la WWE. La WWE, elle dit, quand tu gagnes le Royal Rumble, tu vas au main event de WrestleMania. Point. Et voilà. Donc là-dessus, je suis assez d'accord là-dessus. Mais ce qui est d'autant plus bizarre, en fait, c'est que Becky Lynch, sa victoire à WrestleMania, au Royal Rumble, pardon, reste quand même très polémique. Et ça n'a jamais été évoqué. Moi, je suis vraiment très, très, très surpris qu'à aucun moment, personne n'ait mentionné le fait qu'elle a quand même plus ou moins volé le spot de Lana, quoi. Alors, bon, elle l'a remplacé parce que Lana était blessée, mais il y a des trucs comme ça. Tu dis la capacité d'oubli de la WWE. Donc, souvent, ils oublient parce que ça les arrange. Mais des fois, je trouve qu'ils oublient alors que ça pourrait leur servir, quoi. On n'a même pas eu Lana qui est venue à un moment à SmackDown pour dire à Becky Lynch, ah, tu m'as piqué ma place. On n'a même pas eu, même Vince n'a même pas dit à Becky Lynch qu'elle n'aurait pas dû être là ce soir-là. D'ailleurs, voilà, c'est Vince qui avait donné la suspension. Là, la suspension est levée. Ouais, il donne d'explications, sans donner d'explication quand il a donné la suspension, quand il l'a suspendu là. Euh, Ce segment-là, ça a duré 30 secondes et on a eu zéro explication du pourquoi, du comment. Ouais, donc bah écoute, voilà pour cette fin de show. Alors, Triple Threat qui est prévu à WrestleMania. Sous réserve que Becky batte Charlotte, mais pour le moment, on n'est pas. Bon, si on parlait un peu de Ronda Rousey maintenant. Côté Ronda Rousey, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'était une bonne promo, là, cette colère finale, c'était légitime, ça sortait un peu de nulle part, moi j'ai trouvé. Il Ah, me semblait qu'elle avait eu ce qu'il lui fallait quand même. ça sort pas tant nulle part que ça, parce que là, ça fait deux trois rôles hein, qu'elle sort des petites colères et des petites promos un peu plus enlevées que ces derniers mois là. Donc là, moi, finalement, elle m'a pas trop surprise, mais elle m'a plutôt. Moi, ça m'intéresse plutôt de voir la Ronda Rousey un peu de l'UFC, si tu veux. Parce que, moi, je l'ai suivi un peu du temps où elle était à l'UFC. Et à l'UFC, elle était quand même hyper agressive et tout ça, quoi. Et là, pour le coup, à l'UFC, on peut pas dire qu'elle jouait un personnage, si tu veux. Là, c'était de la vraie bagarre. Elle était quand même, elle faisait partie des combattantes vraiment archi agressives et tout ça. Et lundi soir, là, j'ai retrouvé un peu de la Ronda Rousey de l'UFC. Je crois qu'elle veut aussi faire sentir que, si tu veux, elle craint pas Becky et Charlotte, quoi. Elle les craint pas, quoi. Elle est prête à aller à la fight et elle va y aller et elle va leur faire du mal. Bah, elle a quand même bien tabassé Becky lundi là. Elle lui a placé l'armbar, elle lui a, tu vois, elle l'a un petit peu, elle lui a mis la misère là quand même. Hein. Elle termine quand même quand elle lui met l'assaut et quand Becky elle est au sol, Ronda quand même, elle a le pied carrément sur la tête de Becky quoi, tu vois. Et
flair. Et ça, si tu veux, ça c'est le genre de truc, ça c'est la Ronda Rousey de l'UFC, tu vois. J'ai retrouvé le côté agressif, méchant, sans aucune pitié de la Ronda Rousey de l'UFC. Et moi, ça m'intéresse de la voir dans cette situation-là. Là, elle est poussée dans les limites et elle est en plus, elle est sous une pop mixte. T'as vu, il y a une partie de la foule qui continue à l'encourager parce que c'est Ronda Rousey et que c'est la star mainstream qu'elle est. Mais d'un autre côté, il y a quand même le public qui tombe dans le truc du heel et elle est en train de devenir heel et tout doucement, petit à petit, en train de forger un personnage encore plus méchant. Et ça, tu vois, pour moi, ça c'est dû à bientôt, je pense, l'arrivée des autres nanas de l'UFC qui vont débarquer dans le main roster après WrestleMania. On est en train, si tu veux, cette histoire de Becky, Charlotte, Ronda, etc. Alors je me trompe peut-être, on verra l'avenir, hein, mais écoute, tu verras que d'ici au printemps, je pense qu'on est en train tout doucement de faire monter la sauce pour monter la feud entre les Four Horsewomen et les 4 nanas de l'UFC qui, je sais pas quel nom elles portent exactement, c'est Rousey, Baszler et puis les, tu vois. Et donc je pense qu'on est en train de monter ça. Et parce que si tu veux, Baszler c'est quand même une heel et ses 2 copines c'est des heels aussi. Et ça va être dur d'avoir Ronda Rousey dans un personnage de face si la WWE a l'intention de faire cette fameuse feud entre ces 8 femmes, quoi, qui est quand même une feud qui est dans les tiroirs depuis déjà, on va dire, une bonne année et que tout le monde attend l'arrivée, etc. Donc je pense que tout ce qui est en train de se passer autour de Ronda, c'est pas que des plans par rapport à WrestleMania, c'est aussi des plans par rapport à ce qui va se passer après WrestleMania. Tu sais, je pense que la WWE, elle est quand même obligée de cogiter sur quelques mois et elle fait des trucs au jour le jour, mais elle fait aussi certaines choses sur la construction des personnages sur quelques mois, quoi. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là. Moi, Ronda Rousey, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois à cette antenne, moi, c'est un personnage que j'aime bien. Donc, j'aurais plutôt tendance à la défendre, même si je suis à fond derrière Becky. Je suis comme tout le monde, en fait, je suis aussi bête et discipliné que tout le monde, hein. Je crie Becky, 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 Becky avant tout. Mais voilà, écoute, moi j'aime bien tout. De toute façon, que ça soit un 1 contre 1 ou que ça soit un triple menace, au final, cette feud, elle me plaît, elle nous tient en haleine depuis des mois et des mois et des mois, et ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas de toute façon, je crois que c'est une réalité, c'est un fait, quoi. Voilà une feud qui nous tient en haleine depuis des mois et des mois et des mois, et on arrive presque au climax, là. Dans un mois et demi, là, on va arriver à WrestleMania, et enfin, il va y avoir le final en apothéose entre Becky, Ronda et Charlotte, malgré la polémique que ça peut créer, quoi. Mais bon, c'est une polémique dans un verre d'eau, hein, c'est une polémique sur Internet, quoi, hein, donc de toute façon, ça n'engagera que nous à discuter là-dessus, quoi. Ouais, bah, écoute, bravo, je ne peux que te féliciter pour cette belle tirade et cette belle analyse. C'est vrai que j'avais pas vu les choses sous cette perspective-là. Tu as raison que, avec les plans de l'UFC, on peut avoir, cette légitimité avec ce heel turn. Parce qu'il est fort hein, quand même, Ronda, elle a dit des choses fortes. Elle a dit, de toute façon, vous pouvez pas me virer. Stéphanie, tu veux juste ton pognon. Donc, en gros, moi, je te fais gagner du pognon. Il y a un côté très fort dans ses propos et dans sa violence physique, évidemment. Hein. Ronda aussi, quand elle commence à s'énerver, c'est comme la colère du marsupilami. Hein, ça s'oublie pas quand ça se voit. Mais Et un truc qu'elle a fait rarement en promo jusqu'à présent, Ronda Rousey, c'est qu'elle a tourné la tête, elle a tourné le dos à la Arkham, quoi. Et elle s'est adressée au public et elle dit au public, mais rappelez-vous tous à quel point je suis une brute de combat, quoi. Tu vois? Et elle l'avait déjà fait, ça, elle l'avait déjà un petit peu rappelé, je crois que c'était il y a 2 semaines, face à Steph, dans une promo face à Steph. Et là, avec Becky, Charlotte présente, elle a tabassé après aussi Becky quand même dans la foulée, mais et avec Stéphanie présente, etc., qui elle, Stéphanie s'est vite carapatée, mais elle a rappelé, moi les amis, moi je suis une brute de combat, moi. Donc, quand, je sais plus, elle leur a dit, ouais, fini le monde des bisounours, fini le monde de fantasy, ou je sais pas quoi, fini le man, fini. La vérité, c'est moi, la brute de combat, c'est moi, quoi. Et j'ai trouvé qu'elle était bien. Moi, quand elle est comme ça, Ronda, en fait, je la trouve très bien dans son rôle, si tu veux. C'est, moi, je fais partie des enthousiastes sur cette show. Moi, j'aime. Et j'aime la présence de Charlotte parce que Charlotte, c'est la meilleure catcheuse des 3 dernières années. Donc, on a la meilleure catcheuse des 3 dernières années, on a la hype de l'année avec Becky, et on a la star mainstream avec Ronda Rousey. Moi, quelque part, je dis, eh ben, la WWE, elle a pas mal fait son taf.
Ouais, puis comme tu l'as souligné, c'est une feud qui a commencé, disons, aux alentours de SummerSlam dernier, donc c'est peut-être la vraie longue feud au long cours que tout le monde toujours on attend des feuds au long cours, hein. Je me souviens qu'à SummerSlam dernier, on croyait qu'on allait avoir le Miz contre Daniel Bryan pour WrestleMania, que ça allait être. Bon, la WWE fait très rarement des feuds qui durent pendant 4, 5, 6 mois comme ça, mais Ouais, là si tu pour. justement pour le coup. Mm. Tout le monde et moi de ce que je lis, tu vois, sur le peu que je lis d'internet, voilà, il y a toujours, des gens comme ça pour pas être contents sur ceci, sur ces revirements et cetera. On parlait tout à l'heure de la fameuse capacité d'oubli de la WWE. Bah, pour le coup, là, on est face à une vraie histoire écrite au long cours qui effectivement a vécu des hauts et des bas et puis avec des petits arrangements avec quoi, tu vois, comme on voit l'histoire des 60 jours de suspension qui sont levés du jour au lendemain, le titre vacant qui finalement n'est plus vacant, tu vois, même à la fin Stéphanie dans son interview de fin de la fin du show là, elle dit qu'elle aime pas qu'elle aime pas Becky mais que bon elle est désolée pour ce qu'elle a pris ce soir alors que la semaine dernière elle la faisait menotter, tu vois. Donc bon, mais en même temps, tu vois, putain, je fais du Macron. Ouais. En même temps, tu vois, le truc, c'est que quand même, la WWE, moi, je être sa capacité d'avoir monté toute cette rivalité et toute cette hype autour du titre féminin sur des mois et des mois. Et ça, je trouve que c'est notable, quoi. Voilà, tu vois, on critique souvent la WWE à raison, mais parfois il faut savoir rentrer juste dans le flux d'une rivalité, et je trouve que bah là c'est réussi. Enfin, bah, en tout cas, de mon point de vue, à moi, Chris Catchupper, c'est une feud qui est réussie et en tout cas moi ils m'ont embarqué total dans l'histoire, quoi. J'attends, j'attends chaque lundi, si tu veux, ça fait partie des trucs, mine de rien, depuis plusieurs mois. Ça fait partie des trucs, c'est tiens, quand tu regardes ton Raw du lundi, ah, qu'est-ce qui va se passer cette semaine avec Becky, avec Charlotte, avec Ronda? Elles en sont où là? Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer encore avec ces trois-là? Tu vois? Ouais, ouais, bah écoute, on va pouvoir donner notre avis plus global, puisque ça finissait donc ce Monday Night Raw. Bah écoute, puisque tu as l'air très enthousiaste, je te propose de nous donner ta note, ton flop et ton top de ce Go Home Show avant Fastlane. Je t'écoute. Alors, bah écoute, ma note, au début, je voulais lui mettre juste la moyenne, parce que j'ai pas trouvé qu'il s'y est passé des choses non plus extraordinaires. C'est pas, mais comme c'était pas trop mal dans le ring, que j'ai bien aimé le match avec toutes les brutasses, là, avec McIntyre, Braun Strowman et tout ça. Il y a eu quelques moments un petit peu spectaculaires. Allez, je vais lui mettre un 2,75. Allez, un 2,75. Et après, dans mon flop, ça va être la Tag Team Division cette semaine. Voilà, la Tag Team Division à Raw, franchement, on serait à SmackDown, là, je te tiendrais pas du tout le même discours. Mais à Raw, bah, pour moi, cette semaine, le flop, c'est la Tag Team Division que je trouve beaucoup, beaucoup trop faible. Les Revivals sont des champions beaucoup trop faibles. Le Heat Machinery, pour moi, c'est pas ça qui va remonter la hype dans cette division-là. Donc cette semaine, très franchement, que ça soit le match, le gauntlet match, ou que ça soit le match pour le titre, qui a été finalement un espèce de non-événement. Ouais, mon flop, il est donné à la Tag Team Division de Raw. Et mon top, ça va être le segment Ronda, Charlotte, Stéphanie, Becky, voilà, les femmes qui tiennent le main event d'Euro. Ça tient la route, ça colle, ça envoie du lourd, ça nous promet un match de pay-per-view, parce qu'il ne faut pas oublier que dimanche, il y a Fastlane. Donc, on va quand même avoir droit à un contre un pas dégueu, quoi. On va avoir droit à un Becky versus Charlotte. Je rappelle que les derniers Becky versus Charlotte, c'était des combats qui étaient plutôt pas mal du tout. Ah bah c'est les matchs de l'année, hein, de Donc, l'année dernière. c'était les matchs de l'année dernière, parfaitement. Donc, si tu veux, bah, du coup, c'est pour ça que je vais donner mon top à ce main event, ce segment de main event de la fin. Je trouve que les trois nanas sont largement bien mises en avant, que Ronda se découvre tout doucement dans un nouveau rôle. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît complètement. Bah, tant mieux. Alors moi, je vais pas être aussi enthousiaste que toi sur le segment final, parce que c'est vrai que j'ai quand même eu un peu de mal devant mon ordinateur sur mon siège avec ces histoires de ceintures vacantes qui le sont plus ou de suspension levée. C'est un peu dommage dans l'écriture, mais moi j'ai mis 3 quand même, 3 sur 5 à ce Raw qui était pas mal avec
de bonnes promos au micro, que ce soit de Triple H et tout. Alors je mets mon top à Roman Reigns parce que je pense que je l'avais jamais mis jusqu'à présent. Hein, je trouve qu'il a, pour le moment, il réussit parfaitement son retour. Il a vraiment, il est cool, quoi. Et on sent qu'il est détendu, qu'il veut venir se faire plaisir, qu'il est avec ses potes. Donc, retour totalement réussi pour le moment pour Reigns. Mon flop, j'avais mis, je sais pas trop quoi en dire maintenant qu'on a discuté. J'avais mis comment dire, Lacey Evans. non, j'avais pas mis les Evans. J'avais mis la promotion de Fastlane. En fait, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans un show qui parlait beaucoup, beaucoup de WrestleMania et qu'au final, ce Fastlane, ça va vraiment être la petite étape d'avant, quoi. Mais que je vais le regarder, bien sûr, parce qu'il y a un enjeu qui vient d'être mis à propos de Ronda Rousey, de Becky et tout. Mais je sais pas, je trouve que ça fait un peu. Ça fait un peu. Il y a beaucoup d'affiches qui font un peu go home show. Pardon, comment on appelle ça, dark show, enfin house show, voilà, je cherchais mon mot. Et je suis pas très. Je trouve ça bizarre cette année en fait. J'aimais bien quand c'était l'Elimination Chamber qui finissait la marche. Je suis pas. Avec toi. Alors là, ça c'est le problème du calendrier de la WWE. Hein. À force de nous coller pay-per-view, super pay-per-view, ça perd un peu de sa saveur. Hein. Moi, je suis d'accord sur le fait que Fastlane, c'est certainement un pay-per-view de trop. Il pourrait se contenter très bien de faire la road to WrestleMania avec le Elimination Chamber et après en travaillant bien sur les weekly, quoi, et en nous faisant des belles choses sur les weekly. Là, c'est vrai que Fastlane, bon, bah, ouais, c'est un petit peu un pay-per-view, c'est un peu pay-per-view bouche-trou, quoi. Ouais. Je suis d'accord sur le fait que je pense qu'en termes d'histoire, en termes de storyline, de toute façon, il se passera pas grand-chose à Fastlane, quoi. On verra, on a quand même des belles affiches, hein. Puis il y en a pas mal aussi du côté de SmackDown, mais ça, il faudra écouter la review de nos camarades, puisqu'on va évidemment avoir une émission sur SmackDown de cette semaine. Écoute, on en a fini pour ce Raw, donc merci à toi, Chris, pour ta participation. On va voir si tu seras encore là dans une semaine avec nous pour faire encore le show rouge. Si vous voulez nous suivre, vous connaissez les canaux principaux. Nous, on est sur Catch-Up. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur PodCloud, sur iTunes, sur... je ne sais plus si j'en oublie. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram, Catch-Up, toujours, Catch-Up CDC. Vous pouvez lire sur les cahiers du catch les écrits, puisqu'on ne fait pas que parler, on sait écrire aussi, en tout cas certains d'entre nous. C'est le cas de Giscal qui a fait son papier sur cette FUD féminine. Partout où vous passez, n'hésitez pas à nous donner vos avis, à nous répandre votre amour, à nous mettre des cœurs, des pouces, des plus, je ne sais pas, des étoiles. Je connais pas tous ces réseaux sociaux, moi, tu sais. Mais Ouais, voilà. c'est un jeune homme qui dit ça, bah dis donc, qu'est-ce que je devrais dire, moi, l'ancien de service, là. Tu sais, il y en a qui s'y mettent mieux quand même. Ouais, Bon, peut-être, ouais, mais bon, Catch-Up est partout, il n'y a pas de problème, vous nous trouverez partout. Nous sommes voilà. partout. Nous sommes partout. Voilà. Merci à toi, Chris. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour ta participation. Merci à toi, Raphaël. Et écoute, à une prochaine pour reviewer le show rouge. Et puis, surtout, peut-être qu'on va se retrouver pour une review de Fastlane d'ici le début de semaine prochaine, avant les weekly. Il y en aura sûrement une, oui. Et après, nous verrons si c'est nous, nos camarades. Ça, on ne sait pas encore. On est comme la WWE. Nous, on vous laisse le suspense semaine après semaine de ce qui va nous arriver. Voilà. Exactement. Pour le moment, par exemple, Ringside a été arrêté, vous le savez, comme Becky Lynch, le même soir, ils sont partis en prison. Donc, pour le moment, lui, il n'a pas encore sorti de la case prison, mais il reviendra sûrement un de ces jours. On ne sait jamais. Bien. Écoute, bonne soirée alors, puisque nous sommes le soir au moment où nous enregistrons. Mais sinon, merci à tous de votre écoute, de votre participation. Et puis, bonne semaine à tous et à tous. Bonne semaine pleine de catch. Ciao. De Catch-Up, salut, à bientôt, ciao. Oui, allô? Est-ce que tu m'entends, Chris? 1, 2, 1, 2. Chris? Souci technique? Nous allons voir ça.